Voilà, donc nous allons pouvoir commencer la présentation de cette deuxième version de DxO Viewpoint. Donc je rappelle en quelques mots le principe de ce logiciel, qui est orienté correction des déformations géométriques. Donc c'est principalement, c'est utile essentiellement lorsque vous prenez des photos au grand angle, où vous avez différents types de déformations, soit les fuyantes horizontales, verticales, ou des déformations de volume sur les côtés, ce qu'on appelle familièrement la distorsion. Donc c'est généralement un abus de langage puisqu'il y a plusieurs types de déformations liées au grand angle, et DxO Viewpoint les corrige toutes. Donc voilà un aperçu de l'interface de cette deuxième version de Viewpoint. Donc le principal changement au niveau de l'interface, vous voyez un certain nombre d'images qui sont affichées. Alors ce ne sont pas des images qui sont ouvertes, ce sont tout simplement les derniers fichiers que j'ai ouverts dans le logiciel et qui sont rappelés sous forme de vignettes. Donc classiquement, dans le menu fichier, on a toujours la fonction ouvrir un fichier récent. Viewpoint 2 permet d'avoir un aperçu des images, ce qui rend le tri et l'accès encore plus facile. Et puis ouvrir un autre fichier permettra d'un simple double-clic d'aller choisir son image, comme si on utilisait la fonction ouvrir. Voilà, donc l'interface de Viewpoint 2 change peu par rapport à Viewpoint première version, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui découvrent ce logiciel, donc comme je le disais, sa vocation, c'est la correction des déformations géométriques. Donc on a sur le panneau latéral à droite un ensemble de l'accès aux différentes fonctions. Donc la liste sur lesquelles on reviendra plus en détail évidemment dans cette présentation. Donc la distorsion, la déformation de volume, différents outils de correction des perspectives, la correction de l'horizon et une fonction de recadrage. On verra également l'utilisation de la fonction loop qui est une sorte d'assistant pour l'utilisation des outils graphiques de Viewpoint. Et puis, à part ces fonctions du logiciel, l'ensemble, la grande majorité de l'espace est dédié à la photo. Donc, quand on ouvre une image, comme celle-ci par exemple, on se rend compte qu'on a une vision assez large, ce qui permet de voir les détails, de bien pouvoir profiter de l'image et de voir les corrections et le rendu des corrections que l'on applique. Alors, j'ai oublié de préciser, si vous avez des questions, il y a des membres de l'équipe DxO, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions en direct, au fur et à mesure de la présentation. Par contre, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat, soit je vous vois le message et je pourrai répondre en direct, sinon l'équipe DxO vous répondra par écrit par le même biais. Alors, pour commencer à vous présenter les fonctionnalités de l'outil, on va commencer par le premier, donc qui est la distorsion, qui est en fait la nouveauté de Viewpoint 2, qui permet donc de corriger la distorsion, donc qui se voit particulièrement sur une image comme ça, prise au fisheye. Donc pour appliquer ces corrections, Viewpoint 2 intègre la possibilité de corriger automatiquement les distorsions. Et pour cela, le logiciel se base sur les modules donc qui ont fait dont DxO est donc le spécialiste, et qui est utilisé dans le logiciel Optix Pro. Ça nécessitera de recharger chacun des modules.
Donc c'est un choix qui a été fait pour des raisons de compatibilité, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion entre les versions des logiciels ou des modules. Donc en fonction de vos objectifs et de votre matériel, vous aurez à télécharger chacun des modules pour pouvoir avoir la correction automatique. Donc on voit ici cette aide contextuelle qui apparaît dans la fenêtre de l'outil distorsion. Un module optique doit être téléchargé pour cette image. Donc il suffit de cliquer sur télécharger et le logiciel demande confirmation du couple boîtier-objectif qui a été utilisé. Dans certains cas, il peut arriver qu'il y ait un doute et qu'il y ait plusieurs combinaisons qui soient proposées. Et donc, en fonction du matériel dont vous disposez et avec lequel vous allez réaliser votre photo, vous sélectionnez le couple correspondant et vous validez sur OK pour que le téléchargement se fasse et que la correction automatique, vous voyez, se fasse automatiquement, comme son nom l'indique. Vous avez à la place du message d'alerte le couple utilisé, et donc le module utilisé. Donc quand vous utilisez plusieurs objectifs, plusieurs boîtiers, Viewpoint reconnaît en lisant les exifs, reconnaît l'information du couple boîtier-objectif et applique la correction. Si nécessaire, vous avez la possibilité de supprimer le module qui a été téléchargé. Alors, je vais rajouter une précision importante par rapport à ces modules. Viewpoint est capable de lire des fichiers en JPEG et en TIFF, contrairement à Optix Pro qui travaille sur des fichiers RAW également. La correction automatique de les distorsions se fera de la façon dont je l'ai présenté, uniquement si le fichier JPEG lu par Viewpoint est directement issu du boîtier. Si le JPEG a été généré par un autre logiciel, si vous utilisez Lightroom ou si vous utilisez Aperture, vous pouvez générer un JPEG, mais les différents logiciels peuvent altérer les données EXIF, et dans certains cas, ces données ne sont pas fiables. Donc en fait, Viewpoint fonctionne de la façon suivante. Vous pouvez ouvrir le logiciel, et lorsque vous demandez la correction de la distorsion automatique, vous devez indiquer l'emplacement du fichier RAW d'origine. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc sur une autre image, puisque celle-ci, comme vous avez pu le voir, est corrigée automatiquement. Donc je vais fermer cette image. Donc on me demande évidemment si je souhaite enregistrer ou pas les corrections que j'ai appliquées. Voilà, donc je peux utiliser n'importe quelle image qui a été prise en RAW, donc celle-ci par exemple. Et donc vous voyez que le message est un peu différent du précédent. La correction automatique de distorsion doit ouvrir le fichier original pour pouvoir s'appliquer. Donc en cliquant sur ouvrir l'image originale, un message. Donc l'explication est fournie ici. Donc si vous ne vous souvenez pas de mes explications, vous pourrez les retrouver lorsque vous serez confronté à ce message. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir l'emplacement où vous trouverez les photos. Donc vous allez pouvoir voir l'organisation de mes photos. Et nous avons ici cette photo qui est la 5337 et qui est donc ici. Je l'ouvre. Et il a reconnu à la lecture des exifs le couple Nikon D700 et objectif 24-120 qui a été utilisé pour cette prise de vue. Et il va donc télécharger, en validant, le module correspondant. Voilà, et appliquer la correction. Voilà. Et en cliquant avec la souris sur l'image, on a toujours
l'image avant, après. Donc là, c'est l'image corrigée. Si je clique, j'ai l'image avant, l'image d'origine. Donc on voit l'effet de la correction de la distorsion. Donc clairement, sur ce type d'image, c'est un peu moins visible, un peu moins flagrant. Mais vous avez vu qu'avec une correction en fisheye, la correction était importante. Donc je voulais surtout vous montrer le principe de fonctionnement de recherche du fichier RAW d'origine pour pouvoir lire les exifs et appliquer la correction automatique de la distorsion. Alors, je vais revenir sur mon image prise au fisheye, donc je vais fermer cette image sans enregistrer. Voilà, donc là, le module a été téléchargé. Si je lui demande donc la correction automatique, j'ai pas de message d'avertissement, il sait que le module existe, et lorsque je l'applique, il reconnaît à nouveau le couple qui a été utilisé. Donc là, on a une déformation qui est une correction qui est complète, mais finalement, on a quelque chose qui est pas nécessairement très naturel. Donc on a un curseur qui est le curseur intensité et qui va permettre d'adoucir la correction si on le souhaite. Voilà. Et on a la fonction de recadrage qui s'intègre, qui s'affiche. Compliqué. Après, si dans le cas où le couple boîtier-objectif ne dispose pas d'un module de correction, vous avez la possibilité de corriger manuellement la distorsion, donc soit en barillet, soit en coussinet, soit en fisheye, comme c'est le cas ici. Et on obtient un résultat similaire. Alors la correction est moindre, puisque par défaut, l'intensité est réglée à 50, mais rien n'empêche d'accentuer la correction à notre guise. Voilà, en général, autour de 70, entre 70 et 80, on arrive à des valeurs de correction manuelle qui sont correctes. Voilà pour la correction de la distorsion. Donc je vais fermer cette image sans l'enregistrer. Et je vais vous montrer l'effet de la correction de la déformation, l'effet de la déformation de volume et sa correction. Donc en fait, donc je vais utiliser cette image en bas à gauche, que je vais zoomer un peu. Donc j'ai zoomé avec la molette de la souris, comme j'aurais pu utiliser le panneau de zoom ici. Donc en fait, on voit que sur cette photo qui a été prise avec un angle, avec une focale assez courte, on voit que les personnes qui sont sur le côté ont le visage un peu étiré. Là, notamment cette personne à gauche a le visage un peu déformé et étiré dans le sens de la diagonale. Donc ça, c'est un effet direct du grand angle sur les bords de l'objectif. Et donc pour le corriger, il suffit de cliquer sur ce bouton qui va corriger automatiquement la photo. Et on voit que cette personne-là a retrouvé un visage proportionné et tous ses charmes. Et si je clique sur la photo, je vois bien la différence entre avant la correction et si je relâche, après la correction. Donc on voit la mariée au centre n'a pas du tout été impactée par cette correction, c'est vraiment une correction qui agit sur le bord de l'image.
Voilà, de façon très efficace, puisque je me suis contenté de cliquer sur le bouton et d'avoir le résultat de la correction automatique. Si vraiment le résultat ne vous convenait pas, là encore, un bouton intensité vous permet d'adoucir si nécessaire ou de renforcer cet effet. Donc voilà, en l'occurrence, c'est pas complètement nécessaire. Donc vous voyez là aussi, et vous voyez là aussi que quand on règle le curseur intensité, ben, on change la déformation, donc on va changer la façon dont l'image est déformée. Et autant sur la correction automatique, l'outil recadre automatiquement pour optimiser l'espace, autant quand on utilise l'intensité, il laisse à l'utilisateur, donc il positionne le rectangle de recadrage sur la zone maximale, mais il laisse à l'utilisateur la possibilité de choisir son recadrage. Si vous décidez, si vous souhaitez ne pas perdre et reconstruire après les éléments perdus, vous avez la possibilité d'agrandir votre champ de recadrage. Donc là aussi, pour ceux qui connaissent la première version, c'est une nouveauté de la version 2. Voilà, vous avez la possibilité de recadrer de cette façon-là, et si j'applique ici, vous voyez, j'ai les coins qui sont noirs. Donc bon, après ça nécessitera de les remplir, ces noirs, hein. Donc soit vous décidez de les laisser comme ça pour un effet créatif pour certaines photos, pourquoi pas, ou alors si vous décidez de reconstruire, ou si vous allez cadrer un peu trop serré, puisque en fait ce qui peut arriver, c'est que le recadrage coupe le sujet, un bâtiment ou une personne. Excusez-moi, je vais reporter ça plus tard. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant, donc si le recadrage a coupé votre sujet, ça peut être intéressant de garder la partie perdue dans le noir et de la reconstruire avec un outil comme Photoshop. Voilà, je pense que dans la plupart des cas, on appréciera le recadrage automatique proposé par le logiciel, qui donnera un effet voilà, plus agréable. Donc le risque de couper le recadrage après l'application d'une correction vaut quelle que soit la correction qui sera effectuée. Dans tous les cas, on aura un recadrage de l'image. Donc dès la prise de vue, soyez-y attentifs, et si vous envisagez d'utiliser régulièrement Viewpoint, vous verrez qu'il faudra prendre un tout petit peu de marge pour avoir à l'arrivée le cadrage parfait. Alors l'intérêt, l'un des intérêts de Viewpoint, c'est que cette marge n'a pas besoin d'être très importante et que il y a quand même une optimisation de l'espace récupéré dans l'image. Voilà ce qu'on va pouvoir apprécier avec l'ensemble des corrections suivantes, qui sont les corrections de perspective. Alors pour corriger les perspectives, je vais utiliser d'autres images que celle-ci. Alors d'abord, une petite présentation. Petite nouveauté cosmétique, les boutons des outils ont changé pour bien symboliser les perspectives qui sont corrigées, donc les parallèles verticales, les parallèles horizontales, l'outil rectangle qui corrige à la fois les parallèles horizontales et verticales en associant en fait les points de contrôle de chacune, et puis un nouvel outil, un outil à 8 points. Donc là aussi, il va corriger simultanément les horizontales et les verticales, mais de façon dissociée. Nous allons voir ça en détail maintenant. Alors, premier outil, les parallèles verticales, sur un exemple assez classique, assez connu des utilisateurs de la première version de Viewpoint, mais que je vais quand même montrer pour ceux qui découvrent ce logiciel, ce qui va permettre aussi de montrer un peu la philosophie de l'outil graphique associé. Donc contrairement à la déformation de volume ou à la distorsion, c'est pas complètement automatique, il faut indiquer au logiciel comment il doit corriger. Donc on sélectionne l'outil qui nous intéresse et on voit apparaître ces deux droites horizontales, verticales, pardon,
avec sur chacune d'entre elles 2 points de repère. Donc on peut en bas à gauche choisir la couleur. Sur une photo noir et blanc, le jaune passe plutôt pas mal. Par contre, sur des photos colorées, on va rechercher un peu de contraste entre l'outil et la photo, d'où l'intérêt de cette possibilité. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va positionner ces 2 droites verticales sur des droites qui ne sont pas verticales sur la photo, mais qui devraient l'être. Donc ici, par exemple, on va prendre cette arête là, et on va positionner les points de repère bien comme il faut sur le coin. Alors pour être sûr qu'on est bien comme il faut sur le coin, on voit que sur l'image, on peut ne pas avoir une précision trop importante. On va s'aider de cette fameuse loupe que vous avez en bas à droite. Et donc vous avez un zoom à 100%, ou si nécessaire même à 200%, qui va vous permettre de placer votre point de repère avec la plus grande précision possible. Et toujours dans un souci de précision, avec la souris, on se rend compte que, avec la meilleure volonté, voilà, on a du mal à être exactement parfait. Donc on va lâcher la souris, le point de repère est sélectionné, et on va utiliser les flèches du clavier. Donc là, vous n'allez pas voir la souris bouger, hein, je vais la déplacer pour avoir la visibilité sur le point de repère. Et avec mes flèches de clavier, je vais déplacer donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Et en fait, c'est la loupe que je vais regarder pour être positionné exactement le long de l'arête. Et ensuite, je vais sélectionner mon deuxième point de contrôle. Vous voyez que la loupe, aussitôt, a mis le nouveau point de contrôle, le point de repère au centre du zoom à 200%, puisque j'avais laissé ce zoom à 200%, en sachant qu'ici, sur cette photo, 100% peut suffire. Et là aussi, donc je m'approche de l'arête et je finalise mon positionnement avec le clavier. Voilà, là, je pense que je suis pas mal. Je vérifie à 200%, je suis très bien. Je vais faire exactement la même chose avec la ligne verticale qui est à droite. Donc je vais la positionner sur cette arête, comme ceci. Voilà, je vérifie sur la loupe en bas à droite que je suis bien positionné. Et en bas, voilà, avec le deuxième point de repère. Voilà, je suis bien positionné. Si je veux vérifier que ma ligne est bien alignée sur mon arête, je peux désactiver le fait de limiter l'affichage de la loupe à mes repères. Et maintenant, elle va suivre ma souris. Donc avec la souris, je vais suivre la droite que je viens de placer, et je vois que je suis bien le long de l'arête, du haut vers le bas, à peut-être un léger effet de la distorsion près, que je pourrais envisager de corriger en plus. Voilà, je vais revenir ici, et donc je vais prévisualiser mes modifications, de façon à voir le rendu de la correction avec toutes mes droites bien verticales. Donc maintenant les arêtes de mon bâtiment sont bien verticales, et j'ai à droite là l'effet du recadrage, donc la partie étendue en l'occurrence de la photo, et j'ai l'effet en plus clair sur du plus foncé du rectangle de recadrage qu'a choisi l'outil, sachant que si... Voilà. Alors, on peut considérer que cet effet manque un peu de naturel, là encore. C'est vraiment très rigoureux, très droit, certainement trop, pour avoir un effet assez joli et agréable. Donc en fait, là aussi, on va jouer sur le curseur intensité, mais on va le prépositionner avec une autre nouveauté de la version 2 par rapport à la première version, c'est que par défaut, l'outil se place dans une correction à 100%, comme on le voit sur l'intensité, et on peut choisir une correction dite naturelle, où automatiquement l'outil va choisir 75% d'intensité. Donc on envoie l'effet sur notre image, et on se rend compte que 75% ça suffit. On n'est plus tout à fait vertical, mais finalement juste ce qu'il faut pour que le bâtiment nous paraisse bien droit,
Et puis, comme ça ne l'est pas complètement, ça reste conforme à la vision qu'on aurait de cet immeuble si on était placé bien devant lui en réalité, et si c'était nous qui avions pris la photo. C'est vraiment pour la petite anecdote, hein, on est bien, si je parle de point de vue, c'est pas complètement par hasard, puisque c'est l'objet, enfin c'est l'origine du nom, hein, viewpoint, point de vue. Ça permet de revoir un peu le point de vue de la photo. Voilà, et une fois que les corrections sont terminées, nous pouvons appliquer et visualiser notre résultat. Alors, je vais passer à une autre image pour vous montrer la correction rectangle qui va permettre de corriger à la fois les horizontales et les verticales. Donc en fait, je vais prendre ce tableau par exemple. Voilà, donc sur ce tableau, je pourrais utiliser l'outil de correction des parallèles horizontales pour corriger mon point de vue, hein, pour me donner l'impression, là je suis un peu décalé par rapport au tableau. Si je corrigeais les horizontales, je pourrais être en face. Il y a une légère, comment dire, enfin, les verticales ne sont pas tout à fait parallèles non plus. Et puis, comme la forme du tableau se prête particulièrement bien à l'utilisation de l'outil rectangle que je sélectionne. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mes verticales avec les points de repère, mais cette fois, j'ai aussi des lignes horizontales. Et donc, c'est l'ensemble que je vais positionner. Vous l'aurez compris, on va se positionner sur les coins de ce tableau. Donc là encore, la loupe va m'aider, ainsi que le clavier, pour bien me positionner sur le tableau. Je peux aussi, dans cette nouvelle version, passer d'un point de contrôle à l'autre. Vous voyez que ma souris ne bouge pas, en utilisant la touche tabulation. Donc c'est très pratique. Quand on est comme ça, pas très loin, hein, on peut rapprocher ces points de contrôle de leur destination. Et ensuite, avec les deux mains sur le clavier, on passe d'un point de contrôle à l'autre. Et là, avec le clavier, les flèches, on le positionne en s'appuyant sur les repères de la loupe. Voilà pour le point supérieur droit. Je vais passer au point inférieur droit avec la touche tabulation. Voilà, que je positionne correctement avec le clavier. Et enfin, le point inférieur gauche. Qui est, hop, voilà. On voit bien avec la loupe. Voilà. Et donc, je vais prévisualiser ce que ça donne. Et voilà. Vous voyez, comme j'ai changé le point de vue, j'étais vraiment complètement décalé par rapport au tableau. Mais maintenant, je suis vraiment en face de lui. Voilà. Je vais pouvoir utiliser le recadrage pour enlever le décor peu sympathique. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'en termes de proportion, avant de recadrer, je devrais passer à une correction plus naturelle. Donc légèrement décalé, mais qui va quand même faire plus naturel. Donc là, le carton, il va quand même me gêner. Il va être trop visible. Il faudra un autre outil pour le supprimer. Alors, je voulais vous montrer un autre usage de cette fonction rectangle. Voilà, sur cette image, où en fait, à la base, c'est pas une photo d'architecture, hein, c'est une photo d'un superbe modèle, mais l'environnement s'il est joli et agréable, est néanmoins perfectible, justement parce que avec le grand angle, il a subi les déformations classiques que l'on subit en photo d'architecture. Donc je vais utiliser mon outil rectangle pour m'appuyer en m'appuyant sur la fenêtre, là, ici,
comme ceci. Voilà, ma fenêtre. Hop. Voilà. Je vais prévisualiser mes corrections. Je vais lui donner un aspect naturel parce qu'il ne faut pas que ce soit complètement redressé pour que ce soit plus joli. Et je vois, j'applique mes corrections. Voilà, et je vois que le modèle, il est toujours aussi joli après qu'il ne l'était avant. Mais cette fois, l'environnement a été redressé, la porte, la fenêtre derrière est bien droite. Et puis je vais aller encore un peu plus loin, c'est que finalement, la déformation de volume, elle s'est appliquée sur les colonnes. Et là, on voit qu'on n'a pas, comme les visages étaient déformés en diagonale, on voit que c'est l'ensemble de la colonne qui est déformé. Donc on va, pourquoi pas, appliquer la déformation la correction cylindrique, la déformation de volume. Voilà. Et ce qui me donne un effet un peu moins imposant de ces colonnes sur le côté, une forme, on voit bien qu'elles ont retrouvé un peu cet aspect cylindrique. Je pense que je pourrais même accentuer encore un tout petit peu voilà, la correction, si nécessaire. Voilà. Et donc on voit bien l'effet, donc le résultat final par rapport à ce qu'on avait avant, avec des colonnes étalées, un fond qui était, on va dire, de guingois. Donc même dans ce type de photo, on peut trouver un usage à ces outils de déformation, enfin de correction des déformations justement, des perspectives horizontales et verticales. Alors, on va passer un peu de temps maintenant sur le dernier outil de correction des perspectives, qui est l'outil de correction à 8 points. Alors, je vais pour cela utiliser une autre image que celle-ci. Je vais fermer. Voilà, il va falloir que j'aille la chercher puisque elle n'a pas été ouverte. Voilà. Donc cette image présente beaucoup de caractéristiques, beaucoup de déformations liées à une légère contre-plongée, un très grand angle, donc des déformations sur les côtés, des verticales qui sont fuyantes au fond. Et on a, voilà, si on veut vraiment bien corriger cette photo, je pense que l'outil rectangle serait un peu juste parce qu'il nous permettrait de corriger le fond très très bien, il le corrigerait très très bien. Il redresserait l'horizon qui est légèrement incliné, il redresserait les perspectives. On peut l'essayer rapidement. Mais sur le côté, ça resterait assez... donc là, je le fais vraiment rapidement pour donner un aperçu. Voilà, on a encore des déformations sur les côtés. Et donc, on va utiliser de façon beaucoup plus efficace cet outil à 8 points, qui a des verticales et des horizontales. Et donc, la principale différence avec l'outil rectangle, c'est que celles-ci vont être positionnées de façon complètement indépendante les unes des autres. D'où donc les 8 points au lieu des 4 de l'outil rectangle. Donc là, on va positionner nos points sur, on va en profiter et on va aller sur des endroits qui sont assez éloignés. Donc là, on va par exemple aller chercher l'arête formée par l'angle entre les deux murs. Donc là, j'ai un premier repère. Là, je vais pouvoir en mettre un deuxième. Donc le deuxième, là, je vais peut-être pas le positionner de façon précise, mais je vais aller vérifier que ma courbe suit bien. Voilà, l'arête, ici. Et ensuite, je vais positionner
Voilà, par exemple, je vais choisir cette colonne là, avec, enfin du moins le coin de cette colonne. Donc l'idée avec l'outil, hein, c'est de choisir des repères qui visuellement peuvent être suivis et continus pour l'ensemble de la ligne. Donc là, je vais désactiver et je vais m'assurer que je suis bien à l'intérieur de la colonne tout le long de la ligne, hein, ce qui est le cas. Et ensuite, pour le positionnement des lignes horizontales, je vais choisir par exemple le bas du Louvre. Voilà, donc là aussi, on va vérifier qu'on est bien en bas tout du long. Voilà, on va légèrement remonter un petit peu là, avec le clavier, hein, pour avoir une meilleure précision. Et ici, je vais me mettre sous les terrasses. Voilà. Voilà, je suis sous les terrasses. Je vais prévisualiser ma correction. Et donc là, j'ai une correction qui est vraiment complète. Donc, mais là encore, hein, qui est excessive parce que des lignes qui sont une correction qui est complète et qui fait un peu rigide. Donc, on va choisir un rendu un peu plus naturel. Il est tout à fait concevable et donc naturel et normal d'avoir une légère déformation pour ce type de bâtiment, mais si j'applique la correction et que je compare avec donc le résultat obtenu avec ce que j'avais avant, voilà, même avec une correction de 75%, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Autant le fond, la partie du fond du bâtiment a été redressée légèrement, les fuyantes n'étaient pas trop importantes, autant sur les côtés droite et gauche de l'image, on est à nouveau sur quelque chose de conforme à ce que notre œil aurait perçu si nous avions été à la place du photographe. Voilà. Je vais rajouter que vous avez un certain nombre d'outils de correction manuelle, hein, pour ajuster chacune de ces corrections. Donc c'est issu principalement de la première version. Je pense que le curseur à intensité naturelle est vraiment très très efficace pour avoir un bon rendu. Alors après, c'est aussi au goût de chacun, hein, de choisir si il souhaite une correction moindre ou une correction maximale, ou du moins intermédiaire entre la correction naturelle et la correction maximale. Donc ce sera à vous d'expérimenter, hein, et de vous faire votre propre avis en fonction de vos photos, de vos goûts et de ce que vous souhaitez montrer. Voilà, donc on peut revenir à naturel pour avoir un bon résultat. Bon voilà, après, bon, je vous ai pas montré l'outil de correction de l'horizon, mais en fait, il fonctionne sur le même principe que la correction des perspectives. En choisissant votre outil, voilà, vous avez une seule droite et il faut la positionner au bon endroit pour redresser l'horizon de la même façon que on l'avait fait pour la correction des parallèles verticales, ou pour le rectangle, avec ici simplement évidemment 2 points. Voilà, et puis les fonctions de recadrage sont assez classiques, hein. Donc contraindre dans l'image vous permettra justement, vous interdira de faire ce que je vous ai montré sur la déformation de volume, c'est-à-dire déborder sur la partie qui a disparu ou qui a dû être ajoutée suite à la déformation de l'image. Donc comme dans certains cas, comme ici, si on veut vraiment prendre au pied de l'image la zone maximum, hein, si on part de là et qu'on veut recadrer pour revenir au maximum, on est bloqué. Si je désélectionne cette case, je pourrais m'étendre jusque dans ces zones noires. Voilà, et je vois bien en bas là que sans la case, c'est difficile de savoir exactement où est la limite pour avoir la zone optimale.
Voilà. Et puis ben, dans les menus, vous avez les ratios de correction classiques. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation des fonctionnalités de Viewpoint 2. Donc pour les utilisateurs d'Optix Pro, puisque j'ai parlé, c'est vrai que j'ai parlé dans la distorsion d'aperture ou de Lightroom. Donc pour les utilisateurs d'Optix Pro, bon, la distorsion elle est intégrée avec les mêmes modules de correction. Donc finalement, pour la partie distorsion, on n'a pas besoin d'aller rechercher le nef. L'intérêt va être principalement sur l'ergonomie des outils. Optix Pro dispose des outils de correction des perspectives, de l'horizon, le recadrage et la déformation de volume. Bon, par contre, l'outil de correction des perspectives complexes à 8 points qu'on vient de voir sur cette image n'est pas intégré dans Optix Pro. Et vous vous rendrez compte, hein, si vous téléchargez la version d'essai pour voir un peu manipuler par vous-même, ben, que c'est quand même assez sympa à utiliser. Et si vous faites beaucoup de photos d'architecture, ça peut être un vrai gain de temps. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ce logiciel particulièrement efficace. Voilà, en termes de flux de travail, évidemment, on commencera par travailler sur Optix Pro sur le RAW, et à l'issue, on viendra finaliser les corrections géométriques dans Viewpoint. Et le flux sera un peu similaire si vous utilisez Lightroom, Aperture ou autre, évidemment. Donc le fait que, si ma mémoire est bonne, le fait que Viewpoint 2 soit utilisable comme plugin d'aperture est également une nouveauté de la version 2, hein, puisque jusque-là, la version 1 était utilisable uniquement pour Lightroom et Photoshop. Voilà. Que vous dire de plus? Ben, vous allez sur le site de DxO si vous souhaitez avoir plus d'informations, ainsi que des tutoriels d'ailleurs sur cet outil. Voilà, et puis si vous décidez d'acheter Viewpoint 2 avant le 20 octobre, vous bénéficierez d'une remise. Je crois que la version standalone est à 49 € au lieu de 79. Et vous verrez le détail des prix en fonction que vous avez une mise à jour, si vous êtes utilisateur d'Optix Pro, les différents tarifs. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, écoutez, si vous voulez encore poser des questions, n'hésitez pas, hein, la fenêtre de chat, l'équipe DxO reste encore un petit peu pour répondre aux différentes questions. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.